Alors l'Esprit de Caïn, c'est un film de Brian De Palma de 1992 et ça s'inscrit à un moment assez particulier de sa carrière puisque il fait Body Double en 84 et depuis cette période-là, il va plus faire les films qu'on avait l'habitude de voir de lui, c'est-à-dire des genres de thrillers hitchcockiens, sexuels, pervers et complexes. Il va se couler plus facilement dans les films de studio avec des stars. Il a fait Les Incorruptibles. Il fait Outrage, le film sur le Vietnam avec Michael J. Fox. Il fait Le Bûcher des Vanités avec Bruce Willis, d'après Tom Wolfe. Voilà, donc il devient un cinéaste de studio à qui on confie des budgets importants. Et là, il va revenir avec un petit film très très personnel où il revient à ses premières amours, c'est-à-dire le cinéma hitchcockien, un thriller, du travestissement, du doublement, de la schizophrénie. Voilà tout ce qui a fait un peu son succès et son univers dans les années 70 et début des années 80, avec par exemple Pulsion, avec Angie Dickinson. C'est un film, je crois, qui a troublé même les fans de Brian De Palma, hein, qui s'étaient aussi habitués à le voir faire des films de plus grande ampleur. Ils se demandaient qu'est-ce qui lui arrivait, pourquoi il fait ce film qui est très bizarre, qui est grinçant, qui est un peu outré, pour ne pas dire grotesque aussi, mais grotesque dans le bon sens du terme. Donc le film n'a pas été très très bien accueilli, hein. Si on relit les critiques de l'époque, ça n'a pas été le délire, il a même été très très critiqué, et même encore maintenant, c'est un film qui fait des petites polémiques chez les cinéphiles. Alors, à mon avis, pourquoi il n'a pas eu autant de succès même que Body Double, par exemple, ou Pulsion? Parce qu'il pousse au maximum quelque chose qu'on pouvait retrouver dans ses débuts dans Sœurs de sang, par exemple, qui est en effet le mélange des genres, et des émotions. C'est-à-dire De Palma, c'est un architecte, on va dire, quelqu'un qui construit des architectures cinématographiques fascinantes et complexes, par exemple avec ces très grands plans séquences très longs, ou ces montages très très compliqués. Donc il donne au spectateur un plaisir visuel qui est immense, et en même temps, ce plaisir, il va le vicier, il va le déconstruire, hein, parce que comme tous les génies, c'est à la fois un constructeur et un destructeur, et à l'intérieur même du film, il va le déconstruire en injectant des choses bizarres, des choses grotesques, de l'humour extrêmement grinçant, qui font que le spectateur doit passer en permanence d'un genre à l'autre. Disons qu'on ne sait jamais si on doit être émerveillé, si on doit rire en se demandant est-ce que c'est voulu ou pas, ou si on doit pleurer parce qu'il y a des touches de mélodrame qui sont absolument déchirantes, même à l'intérieur de l'Esprit de Caïn. L'humour grinçant, l'humour grotesque et outré, il est essentiellement porté par John Lithgow, voilà, qui est divisé entre un pédiatre très gentil, très doux avec les enfants et sa propre fille, très attentionné, et son mauvais double, voilà, son Mr. Hyde, qui s'appelle Caïn, donc, et qui est une sorte de loupard absolument déchaîné, qui fume des cigarettes, qui porte des lunettes noires, parfois un blouson en cuir, voilà, qui est le mauvais garçon qui va incarner toutes les mauvaises pulsions, voilà, du bon docteur. L'Esprit de Caïn, c'est un film qui est schizophrène, qui traite de la schizophrénie, mais qui est surtout schizophrène à tous les niveaux. Voilà, ce qui est schizophrène dans ses images. Alors, il n'y a pas de split screen, par exemple, qui est une marque de style, hein, de Palma, mais il y a beaucoup de télévision à l'intérieur de l'image. Alors il y a une scène qui est absolument fascinante, hein, qui est une de ses plus belles et terrifiantes, c'est la scène où le couple infidèle, c'est-à-dire c'est Lolita Davidovich et Steven Bauer, sont dans la chambre de la femme de Steven Bauer, qui est au stade terminal d'un cancer, voilà, qui est allongée sur son lit avec des perfusions. Et il regarde à la télévision, c'est le jour au Nouvel An, il regarde la foule en liesse, probablement à Times Square, c'est un peu traditionnel en Amérique de passer ces images-là. Et alors, emportés par leur amour qui est en train de naître, et puis l'espèce de liesse, ils commencent à s'embrasser, au chevet quand même, hein, de la femme qui est malade, donc là on est quand même dans des zones extrêmement troubles. Ils commencent à s'embrasser, et du coin de l'œil, Steven Bauer voit sur l'écran, en surimpression à cette foule qui éclate de joie et de bonheur le jour du Nouvel An, il voit sa femme qui est en train de se relever et qui les a vus donc, et qui meurt à l'instant où ils s'embrassent. Donc c'est une scène absolument vertigineuse, hein, parce qu'elle met en relation à l'intérieur dans l'image aussi des émotions qu'elle provoque, à la fois de
peur, puisque c'est une image terrifiante. C'est un cadavre qui se relève et qui va en fait maudire leur histoire, la placer de toute façon sur le signe de la mort et aussi de quelque chose qui est moralement aussi inacceptable. Et on a 3 ou 4 plans qui se rapprochent du visage de la femme qui est morte sur son lit d'hôpital et qui les regarde, qui jette un regard accusateur. Alors c'est quelque chose qui nous rappelle à la fois Hitchcock, qui nous rappelle les oiseaux, puisqu'on a dans les oiseaux les plans sur le visage énuclé d'un fermier qui a été attaqué par les oiseaux, et c'est aussi un des plans les plus terrifiants de la carrière d'Hitchcock. Et ça nous rappelle aussi un film de Mario Bava qui s'appelle La Goutte d'eau, sur une médium avec un visage extrêmement horrifiant, voilà, aussi allongé sur son lit, et qui regarde aussi avec un regard accusateur une femme qui va lui voler une bague, qui va voler une bague à un cadavre. Donc voilà, ça aussi c'est un mélange assez vertigineux de citations à l'intérieur d'une scène, voilà, qui aurait pu être traitée de façon beaucoup plus simple, mais De Palma évidemment adore rajouter et complexifier surtout les choses qui devraient être simples pour créer ce genre d'émotion. Alors la schizophrénie liée justement à ces images dans l'image, à cette télévision à l'intérieur de l'image, c'est aussi une scène où Lolita Davidovich entre dans un magasin d'horloges et elle est prise à l'intérieur de la caméra de la boutique, voilà, qui diffuse sur une télévision, puisqu'on est dans la période de la Saint-Valentin, le visage de ses clients entouré d'un cœur. Voilà, donc le visage de Davidovich, qui est déjà une actrice très, comment dire, qui a l'air de sortir d'un soap opéra. Enfin, elle est en tout cas dirigée comme ça, hein, de façon très stylisée. Et donc, entrer dans ce cœur, on a l'impression, voilà, de voir le générique, je ne sais pas, des Feux de l'amour, par exemple, ou une de ces soap opéras sentimentaux. Donc voilà, donc il y a une sorte d'effet critique à l'intérieur de l'image de Palma qui nous dit, voilà, donc là, on va rentrer dans une romance un peu... voilà, ça va ressembler à ça, ça va ressembler à un soap opéra, mais attention, je suis quand même Brian De Palma, donc ce soap opéra va se terminer extrêmement mal, en fait. On ne va pas voir une histoire à l'eau de rose, on va voir une histoire à l'eau de rose, mais avec beaucoup de sang et de perversion à l'intérieur. La schizophrénie, elle est aussi dans la structure du film, c'est-à-dire que sur le modèle de Psychose, où on changeait de personnage à la moitié du film, là c'est un peu pareil, on commence avec un film de serial killer, enfin un personnage qui est à la fois un pédiatre, mais qui tue des mères de famille pour voler leurs enfants, et puis brusquement on passe à une autre histoire qui est l'histoire de sa femme, donc Lolita Davidovich, qui le trompe, qui retrouve un ancien amant, etc., et qui va s'échapper de sa famille, de sa vie familiale. On reconnaît aussi la structure et le personnage d'Angie Dickinson dans Pulsion, qui fait exactement la même chose. Et donc on a toute une partie où le personnage de John Lithgow disparaît au profit de sa femme. Donc il y a des césures permanentes, ce qui fait aussi que les spectateurs de l'époque ont peut-être été perdus aussi par le film. On n'a pas l'habitude de voir un film qui change de genre, voilà, après une demi-heure à peu près, quoi. Et donc c'est ça qui fait aussi que c'est un film qui est aussi schizophrène. Donc voilà, on a un changement de focalisation qui rappelle Psychose, qui rappelle aussi Pulsion de De Palma, qui était inspiré lui-même de Psychose, voilà, avec un tueur travesti. Et cette schizophrénie, ça va nous mener aussi à une sorte de labyrinthe de citations, en fait, hein, puisque De Palma est un auteur cinéphile, citationnel. Je dirais, avant Tarantino, c'était De Palma qui occupait cette place, voilà, de l'auteur qui parle de sa cinéphilie, qui filme aussi sa cinéphilie et son rapport au cinéma. Alors principalement, c'est le cinéma d'Hitchcock, mais il y a Wells, il y en a Eisenstein, il y a aussi Michael Powell. Alors la base de l'Esprit de 15, c'est Le Voyeur de Michael Powell, où on trouvait déjà un père qui a pris son enfant comme cobaye. Alors dans le Voyeur, il étudie les mécanismes de la peur, c'est-à-dire qu'il terrifie son enfant lorsqu'il est petit en lui mettant des lézards dans son lit, etc. Parce qu'il étudie la peur, il le filme même. Et le personnage du père dans Le Voyeur, il est joué par Michael Powell lui-même. Donc c'est le cinéaste en fait qui fait des expériences sur un spectateur. Voilà, donc ça c'est quelque chose que reprend De Palma. Voilà, c'est le sujet du film, hein, c'est comment un pédiatre, c'est le père du personnage principal, a fractionné la personnalité de son fils pour étudier le cerveau des enfants et l'éducation.
On retrouve évidemment Hitchcock. Alors bon, évidemment, c'est des scènes très très visibles. Il y a cette fameuse scène où John Lithgow regarde la voiture où il a mis le cadavre de sa femme s'enfoncer dans un marais. Donc ça, c'est repris de Psychose, hein, c'est ce que faisait Norman Bates, Anthony Perkins, avec ses victimes. Voilà, il le regardait s'enfoncer dans un marais. Mais De Palma, évidemment, il va rajouter quelque chose. Il ne se contente jamais de reprendre une citation telle quelle. Et là, dans le Streetcar 1, c'est Lolita Davidovich qui se réveille à l'intérieur de la voiture et qui se met à hurler. Donc voilà, tout le monde sursaute et ça fait peur au tueur lui-même, qui là, d'un coup, se dit il y a quelque chose qui dérape, évidemment. C'est parce que la citation chez De Palma, c'est pas une chose morte, c'est pas quelque chose comme un fétiche qui serait posé là comme un signe de vénération. C'est quelque chose qui revient à la vie. Voilà, c'est faire revenir à la vie quelque chose, voilà, une scène ancienne, une scène hitchcockienne que tout le monde croit connaître. Voilà, ça commence, on connaît, puis il rajoute quelque chose, évidemment pour nous surprendre, nous faire un peu sauter de notre fauteuil. Les citations aussi, elles peuvent aussi investir des scènes plus anodines en apparence. Par exemple, lorsque Lolita Davidovich apporte à son amant une horloge qu'elle a achetée, donc on la voit qui marche dans les couloirs de l'hôtel, et ça, De Palma va reprendre aussi une séquence de Marnie, voilà, lorsque Tippi Hedren apporte les oiseaux, les inséparables, au personnage masculin dans l'hôtel. Voilà, donc voilà, tout est en jeu de citation, parfois par des choses complètement anodines, mais qui créent chez le spectateur des sortes de souvenirs. En fait, on a l'impression de dire, ah oui, ça, on le connaît, mais d'où, en fait. Donc c'est un travail mental très très particulier qu'effectue De Palma. En fait, là, il rejoint Hitchcock. Alors, Hitchcock, il disait, je fais de la direction de spectateur. Là, c'est un peu pareil. Et lorsqu'il nous parle de psychanalyse, de souvenirs d'enfants, de choses comme ça, il joue aussi sur nos propres souvenirs de cinéma. Les citations, évidemment, ce sont les citations qui viennent, il y en a plein qui viennent de l'œuvre de Palma lui-même, parce qu'il autocite des films où déjà il faisait référence à Hitchcock. Alors, la plus évidente, c'est le personnage du tueur qui se travestit en femme. Donc là, ça vient de Pulsion. Hein. Ça vient finalement beaucoup plus de Pulsion que de Psychose, puisqu'il reproduit le personnage du tueur de Pulsion, voilà, qui était un travesti assez grand et costaud, avec une perruque assez visible. Voilà, donc il n'y a rien à voir avec Anthony Perkins qui se déguise en petite vieille. Là, c'est des personnages beaucoup plus vigoureux, on va dire. Voilà, ça, il va le reprendre dans la dernière moitié du film. Il va reprendre également des acteurs que ses fans connaissent très bien. Alors, on a John Lithgow, donc, qui joue le personnage principal. Nous, on le connaît de Blow-Out. C'est lui qui jouait le tueur dans Blow-Out. Parmi les policiers, on a Greg Henry, qui lui jouait le tueur, l'Indien travesti de Body Double. Donc voilà, il y a tout un jeu comme ça aussi de signes de reconnaissance pour son public et ses admirateurs. De Palma, c'est quelqu'un qui reprend des structures hitchcockiennes, des plans hitchcockiens, des scènes hitchcockiennes, mais toujours pour déjà reproduire son plaisir de spectateur, de reproduction, hein. Reproduction d'une scène qu'il a aimée. En fait, bon, il refait exactement ce que fait le personnage de James Stewart dans Vertigo, qui recrée une femme aimée à partir de signes, de fétiches, de vêtements, etc. Et bien lui, il fait pareil avec une base originelle, qui est le cinéma d'Hitchcock, qui va faire revenir à la vie, et évidemment pour un jour, et puis faire jouir le spectateur. Alors c'est pour ça qu'il ne se contente jamais de reprendre la citation telle qu'elle, et c'est pour ça qu'il la pousse toujours un peu plus loin. Parmi les tours de force de Les Streetcar, il y a ce très 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 long plan séquence où une psychiatre explique aux policiers, voilà, qui est Cain, quelle est l'histoire de ce personnage dont on a fracturé la personnalité. Et elle leur explique en marchant dans les couloirs du commissariat, hein, jusqu'à la morgue. Donc c'est très très long. Alors De Palma, il dit oui, j'avais besoin de faire passer beaucoup d'informations à ce moment-là, et pour les faire passer de façon plus amusante pour le spectateur, je les ai inclus dans cette conversation qui se déroule pendant un long plan séquence où les personnages passent par des escaliers et parcourent énormément d'espace. Alors c'est du pur De Palma, hein, c'est à la fois
virtuose et très amusant, puisque parfois, comme le personnage de la psychiatre est un peu tête en l'air, elle commence à prendre de mauvaises directions, puis elle est rattrapée par d'autres personnages qui la remettent dans le droit chemin, et qui est le chemin de la caméra, tout simplement. Donc c'est comme si il voyait les marques au sol, ou qu'il voyait la caméra, disait, non, on va par là, plutôt. Et ce plan séquence, ce qu'il a de très particulier, c'est qu'il va aller jusqu'à la morgue, il va aller jusqu'à un lit, avec une forme, voilà, recouverte par un drap, et lorsqu'on retire le drap, alors qu'on se serait attendu à voir Lolita Davidovich, en fait, on va voir une autre femme, qui est une femme qu'il a tuée plus tôt au début du film. Et en fait, on a un système d'anamorphose, comme dans ces tableaux, hein, je crois que c'est Hans Holbein et les ambassadeurs, hein, où on a une forme qui est très allongée et étirée, et lorsqu'on la regarde sous un angle différent, on voit un crâne, en fait. Et donc ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on parcourt un très long espace et on va aboutir, en fait, à une image de la mort. Une image de la mort, on va arriver à un gros plan de cadavre. Et ça, voilà, ça c'est un principe d'anamorphose, de dire que le plan séquence, qui est une fraction de temps, en fait, a quelque chose à voir de toute façon avec la mort chez De Palma, puisque c'est le plan séquence qui orchestre ses plus grandes scènes de suspense, ses plus grandes scènes de mort, les dilatations temporelles, évidemment, qui sont très importantes. Tous les films de Palma qui contiennent ce genre de scènes, je pense à Blowout par exemple, avec la scène de la fête de la liberté qui est extrêmement virtuose à la fin, qui contiennent ce genre de scènes, en fait, sont des machines de mort. Sont des machines de mort pour aboutir à un meurtre qui aura lieu ou pas. Et là, c'est comme s'il faisait un peu la maquette, finalement, théorique, hein, de ces séquences-là. Voilà, un long plan séquence se finit fatalement par un cadavre. La scène finale, qui est une pure séquence de virtuosité, telle que sait les faire Brian De Palma, donc qui va orchestrer plusieurs espaces, plusieurs personnages liés par le ralenti. Il contient, je pense, un des plans qui est un des plus beaux de sa carrière, qui est le plan de la petite fille qui tombe, entourée d'oranges. Donc il y a un plan qui est assez bref, qui est pris en plongée, où on la voit avec son habit rouge, voilà, entourée par les oranges. Donc c'est un plan qui est extrêmement, presque abstrait, qui est chromatique, qui rappelle beaucoup aussi Michael Powell, hein, qui était un maître des couleurs, qui rappelle aussi Nicolas Rugg, par exemple, Ne vous retournez pas, puisque c'est un des films préférés de Palma, et je pense que c'est assez conscient s'il habille avec un manteau rouge la fillette, donc je pense que c'est une référence à Ne vous retournez pas. Et donc ce plan, je trouve que c'est vraiment, je dirais que c'est le bijou à l'intérieur du film. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut du film, on peut dire ce qu'on veut aussi de Palma et de son rapport à Hitchcock. Est-ce que c'est pesant ou pas, etc. Est-ce que c'est trop présent? Qu'est-ce qu'il en fait de citations? Mais là, je pense que c'est un plan qui finalement, même si je dis que ça, voilà, qu'il y a des références, mais c'est un plan qui n'appartient qu'à lui en fait. Voilà, on ne le trouvera pas ailleurs. Voilà, ce mélange d'émotions aussi, parce que c'est un plan qui est extrêmement émouvant, mais qui est émouvant par quoi? Pas parce que c'est mélodramatique, parce qu'on est saisi par la beauté de l'image à ce moment-là. Et peut-être parce que c'est une enfant. Donc il y a quelque chose qui a trait à l'enfance aussi, de cette petite fille qui tombe et qu'on n'arrive pas à rattraper, hein, et qui sera rattrapée. Mais finalement, tout l'enjeu du film tient là-dedans. Et je pense aussi que, puisqu'on parle de beaucoup de souvenirs, hein, en fait, hein, c'est un film sur les souvenirs d'enfance, que c'est peut-être le souvenir d'enfance de la petite fille à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle se souviendra de cette image-là, du moment où elle est tombée au milieu des oranges, finalement. Voilà, si elle a oublié tout ce qui s'est passé, toute cette histoire de meurtre, son père, etc., finalement, elle aura peut-être ce souvenir-là qu'elle devra retravailler plus tard, évidemment. Hein. Pourquoi je rêve d'orange à ce moment-là qui vole? La fin du film, De Palma fait quelque chose de très très particulier et très, très subtil. C'est-à-dire qu'on a le personnage de Lolita Davidovich qui recherche sa fille dans un espace vert. Donc on la voit qui marche et puis elle regarde. Donc on s'attend à ce qu'elle voit sa fille apparaître. Et en fait, De Palma fait quelque chose, j'ai l'impression que c'est un système d'autoscopie, de personnages qui se voient eux-mêmes. C'est-à-dire ce qu'elle regarde, le contre-champ, c'est elle-même, de dos, qui continue à avancer, à chercher sa fille. Voilà, il y a une perte aussi de repères. Le film, finalement, est un espace mental. On n'est pas dans la réalité, on est dans quelque chose qui se construit mentalement. Sans aller trop loin, c'est un peu aussi quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les genres, ce qu'on appelle maintenant les genders, avec
les Gender Studies. On a un homme au foyer, voilà, qui a décidé d'arrêter de travailler. Donc c'est John Lithgow, là, le pédiatre, pour s'occuper de sa fille. Et on a une femme qui travaille, voilà, une femme qui travaille, qui est médecin aussi, qui a un grand, voilà, qui a un très bon travail. Donc voilà, il brise aussi des stéréotypes de genre. Et le père, par exemple, puisqu'il a une part féminine qui va s'exprimer à la fin, est beaucoup plus une mère qu'un père, en fait, dans ses actes, dans sa façon de s'occuper de sa fille. Voilà, on voit quand il est allongé sur le lit avec elle, qu'il lui parle, il est extrêmement maternel. Donc De Palma, c'est quelqu'un qui brouille, évidemment, les identités, qui brouille les genres. Voilà, c'est quelque chose qui fait naturellement. Pauline Kael, par exemple, alors ça c'est une anecdote, hein. Elle a écrit un livre qui s'appelle Raising Cain, tout simplement, qui est en fait sur Citizen Kane d'Orson Welles. Et donc, je pense, peut-être, parce qu'ils ont été très proches, elle était une des grandes défenseuses du travail de Palma, que le titre est aussi un petit clin d'œil à sa critique préférée.